C'était le plus grand rendez-vous radiophonique de la capitale Yaoundé, embouteillage, diffusé sur Amplitude FM de lundi à vendredi, entre 10h et 12h. Depuis ton départ brutal, tes auditeurs sont orphelins de ta belle voix. Qui pourra, Martinez Zogo, faire ou procéder au grand déballage des dossiers noirs du Cameroun comme tu savais si bien le faire? Qui, Martinez? Qui? Nous ne t'oublions pas. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à la grande édition de l'information sur Equinox Télévision. Au menu de ce journal, 2 semaines après les incidents de Magba dans le Noun, voici venue l'heure de la paix des braves entre Bamoun et Tikar. Sous la médiation du gouverneur de la région de l'Ouest, le sultan des Bamoun et le chef Tikar de Magba entonnent l'hymne à la paix et la cohésion entre les deux communautés. Nos reporters Robert Kenny et Vivien Tonfac ont pu capter l'essentiel de cet enterrement de la hache de guerre. Augmentation du prix de transport par taxi, les nouveaux tarifs effectifs depuis ce matin. Ces coûts passent de 250 à 300 francs pour le tarif de jour et 350 pour le tarif de nuit. Quelle faisabilité pour le cas des étudiants et handicapés pour les anciens tarifs maintenus par le ministre du Commerce? Élément de réponse à suivre dans ce journal. Une fois de plus, bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous recevoir chez vous. Un réseau de fabrication de cocaïne démantelé au quartier Kotor dans l'arrondissement de Douala 5e. Le groupement territorial de gendarmerie de Douala a intercepté ce stock prêt à être mis en vente dans plusieurs coins de la ville. On voit tout cela dans ce reportage de Ulrich Konomala, Innocent Abega. Un appartement complètement transformé en laboratoire. C'est ici que ces individus manipulaient ces matières premières destinées à la fabrication de la cocaïne, une drogue qui circule abondamment dans le marché noir. Environ 3 kg de stock ont été saisis. L'opération coup de poing a été effectuée au quartier Koton-Banguer dans le 5e arrondissement de Douala. Les éléments du groupement territorial des gendarmeries de Douala estiment la vente à près de 50 millions de francs CFA. Cette quantité saisie, on peut dire que c'est un record ici parmi les unités, à savoir 3,2 kg, je répète. Il faut mentionner que le gramme de ces stupéfiants-là sont vendus à environ entre 2 000 et 40 000 dans la rue, donc en fonction de la dissolution. Donc on peut imaginer le montant, estimant peut-être une cinquantaine de millions par là. Les suspects sont ici présentés comme étant les frères cadets des dealers, les plus grands de la métropole économique du pays et activement recherchés. Il faut noter que ces gens sont des ressortissants nigériens, sont venus ici clandestinement, entre guillemets. Parmi ces personnes, il y a les frères cadets de 2 redoutables barons de la drogue ici au Cameroun, activement recherchés de nos services de sécurité et de renseignement. En attendant de mettre le grappin sur ces barons de la drogue, le colonel Patrick Souboursou et son équipe multiplient le nettoyage des stupéfiants dans les zones ciblées de Douala. Nous avons mis l'accent sur le contrôle des lieux de loisirs et des maisons qui semblent isolées, mais qui sont en fait des lieux de fabrication et de synthèse de ces drogues dures. Raison pour laquelle nous invitons les populations à dénoncer les comportements suspects. Âgés entre 31 et 32 ans, les suspects ont été transférés au tribunal de grande instance du littoral. Après l'augmentation des prix des produits pétroliers, certains envisageaient déjà la hausse des tarifs de transport. Eh bien, c'est fait. Les prix passent désormais de 250 à 300 francs pour les tarifs de jour et de 300 à 350 francs pour les tarifs de nuit. Petite spécificité, étudiants et personnes à mobilité réduite paieront les anciens tarifs, indique le ministre du Commerce. Et comment les usagers et chauffeurs perçoivent-ils cette augmentation? Nos reporters Cédine Ding et François Dikoumet sont allés à leur rencontre.
François, chauffeur de taxi de ville dans le 1er arrondissement, vaque normalement à ses occupations. Enfin presque. Depuis hier, un détail a changé ses habitudes. Le coût des transports a connu une augmentation. De 250 francs à 300 francs pour les tarifs de jour et de 300 francs à 350 francs pour les tarifs de nuit. Une augmentation qui ne le surprend pas plus que ça après celle des prix des hydrocarbures. Ça a changé un peu, mais il y a certains clients qui ne payent pas. Ils disent qu'ils ne sont pas au courant, mais d'autres payent. Peut-être à la longue qu'ils vont s'adapter. L'arrêté du ministère du Commerce rend officiel ce changement de prix. Jean-Paul, lui aussi, sera bien obligé de s'y plier, malgré le sempiternel problème de pièces de monnaie. Voilà notre problème. Puisqu'il n'y a pas les pièces. C'est notre problème. C'est tout difficile. Puisque déjà, même quand c'était 250 francs, bon nombre de personnes proposaient 150, 100 francs. Ou à défaut, j'ai 1000 francs, j'ai 500. Et c'était difficile pour nous. Ce qui ne semble pas être le problème de certains usagers. Les problèmes de pièces, maintenant, ça revient au taximan. Ils sont obligés de nous rembourser. On va prendre les pièces sur le client n'a pas de pièces. Une particularité est cependant à noter dans cette nouvelle tarification. Les personnes handicapées et les étudiants paieront les anciens prix. Mais pour ceux qui voudraient jouer au plus malin en se faisant passer pour des étudiants, François a trouvé la parade. Ça se sent. Si quelqu'un est handicapé, oui. Pour l'étudiant, il a la carte, non? La carte d'étudiant. S'il peut présenter la carte d'étudiant, c'est bon. Pour ceux qui ne s'y accommodent pas, la solution est toute trouvée. Les enjeux à 2 roues, quitte à se serrer un peu. Quoi qu'il en soit, la nouvelle grille des prix est bel et bien là et est là pour durer. Le gouverneur de la région de l'Ouest réitère son appel à l'apaisement entre les communautés Bamoun et Tikar. Awafonka Augustine a présidé ce jour une réunion de conciliation à laquelle prenaient part le sultan roi des Bamoun, le chef de Magba et d'autres acteurs de la crise qui s'écoute depuis bientôt 2 semaines les communautés Bamoun et Tikar. Bien que la presse privée n'était pas admise, nos reporters Vivien Tonfac et Robert Kenyé ont pu obtenir l'essentiel de ce qui s'est dit en salle. Reportage. Un dispositif sécuritaire spécial dans les services du gouverneur de la région de l'Ouest. L'image est frappante ce jeudi 16 février 2023. Ici sont convoqués par le patron des lieux, le sultan des Bamoun, le chef de Magba et d'autres acteurs de la crise née entre les communautés Bamoun et Tikar du département de Noun depuis le 3 février dernier, à la suite d'un incident survenu pendant la visite de Sa Majesté Nabil Mbombo Njoya à Magba. Le roi, ce n'est pas mon fils. Le roi, c'est ton père. Tu as pas dit le fils. Si aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée lors des affrontements suscités par cet acte barbare et rétrograde, les dégâts matériels quant à eux sont importants, en plus du climat délétère né entre les membres de ces 2 communautés qui cohabitaient pourtant jusque-là pacifiquement. Pendant que la réunion de conciliation se déroulait, les médias capitaux privés ont été tenus à très bonne distance des services du gouverneur, apprend-on, sur instruction d'Awafonka Augustine lui-même. Néanmoins, des sources présentes dans la salle font savoir qu'il s'est agi d'un monologue au cours duquel le patron de la région de l'Ouest a invité ces différents leaders de communautés qui se regardent désormais en chien de défaillance à passer l'éponge sur ces tristes événements, à ne pas se laisser manipuler par ceux-là qui souhaitent tirer les marrons du feu et mettre à mal le vivre ensemble au Cameroun. Cette réunion de crise qui a duré à peine 1 heure de temps est en effet la 2e tentative d'apaisement initiée par Awafonka Augustine en 2 semaines. Le gouverneur, a-t-on appris, a promis de multiplier de telles rencontres jusqu'au retour à la normale entre Bamoun et Tikar. Les chefs traditionnels Sawa se sont exprimés sur l'affaire Martinez-Zogo. Dans un communiqué rendu public, les gardiens de la tradition s'insurgent contre ce crime crapuleux commis sur Martinez. Ils souhaitent par ailleurs que l'on ne se détourne pas des autres scandales financiers qui secouent le Cameroun depuis quelques mois. L'économie de leur sortie dans ce reportage que signe Achille Kamga et Théophile Tchonke.
C'est un communiqué, pour dire le moins, qui suscite un tollé au sein de l'opinion et dans la presse nationale. C'est que les chefs traditionnels Sawa viennent de faire une sortie qui a le mérite d'entretenir le flou sur leur position exacte relativement à l'affaire Martinez-Zogo. Dans ce communiqué, dont le titre est « Attention à la suspicion généralisée », les gardiens de la tradition disent avoir appris avec consternation l'odieux assassinat du journaliste Martinez-Zogo et expriment leur soutien total à l'enquête instruite par le chef de l'État. Cependant, peut-on lire dans cette sortie, les chefs traditionnels du Vouri condamnent le lynchage médiatique dont font l'objet certaines hautes personnalités alors que leur culpabilité n'a été ni formellement ni clairement établie. Ce qui est davantage curieux, c'est que les chefs Sawa précisent que cette affaire pouvant être liée à des soupçons de détournement des deniers publics, ils rappellent qu'ils s'étaient prononcés contre toute complaisance envers les coupables de tels faits. Ils avaient dit précisément qu'ils se désolidarisent par avance de tout enfant du terroir dont la responsabilité serait avérée dans les distractions de fonds des chantiers de la CAN, des budgets relatifs à la riposte contre la Covid-19 et tous les autres détournements de fonds dont l'usage judicieux aurait permis d'améliorer le cadre de vie des Camerounais. Pour enchérir, les chefs traditionnels des villages Sawa ont invité toutes les communautés du pays à ne pas couvrir leurs enfants qui seraient impliqués dans ces actes de détournement de la fortune publique. Toujours dans l'affaire Martinez-Zogo, le complément d'enquête requis par le commissaire du gouvernement prendra plus de temps que prévu. La journée a été ponctuée par de très longues auditions ainsi que la libération d'un proche de Jean-Pierre Amougou Belinga. Joël Essengé et Guy Zogo pour plus de précisions. 2 jours après le retour au secrétaire d'État à la défense chargé de la gendarmerie des principaux accusés dans l'affaire de l'assassinat du journaliste Martinez-Zogo, les auditions se sont poursuivies toute cette journée au groupement territorial de la gendarmerie. Depuis la matinée jusqu'à 7 heures, ces auditions sont toujours en cours et montrent effectivement l'intensité depuis le retour devant les enquêteurs à la suite des recommandations du commissaire du gouvernement. Si l'on avait pu indiquer que le retour devant le commissaire du gouvernement devrait se faire entre ce jour et demain, il est de plus en plus probable que les accusés retournent devant le commissaire du gouvernement seulement à la fin de la semaine prochaine, probablement vendredi prochain. Qu'est-ce qui explique cette situation? C'est effectivement qu'un certain nombre de points doivent être étayés et les enquêteurs se trouvent dans l'obligation de reprendre les auditions, mais également les confrontations pour savoir exactement le rôle que les uns et les autres auront eu à jouer dans la commission de cet assassinat du journaliste Martinez-Zogo. Ce qui indique donc qu'on devrait avoir une prorogation à 3 reprises de la garde à vue à partir de ce moment jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Ce qui explique que cette enquête soit aussi rallongée selon nos informations, c'est probablement aussi l'audition annoncée des membres du gouvernement dans cette affaire. Comme nous l'annoncions déjà ici il y a quelques jours, le président de la République aurait effectivement donné son accord pour que les 10 membres du gouvernement soient auditionnés dans cette affaire, ce qui expliquerait donc qu'il faille disposer de plusieurs jours pour pouvoir remplir cette exigence. Au milieu de ces développements relatifs à cette affaire Martinez-Zogo, le conseiller spécial de Jean-Pierre Amougou Belinga a été élargi ce jour, Jean-Claude Fouda Abega, parce que le tribunal militaire n'a pas trouvé d'éléments à charge pour le retenir davantage. C'est finalement le tribunal administratif saisi en habeas corpus par les avocats de Jean-Claude Fouda Abega qui s'est prononcé sur ce cas. L'attente va donc se poursuivre autour de l'affaire relative à l'assassinat du journaliste Martinez-Zogo et les uns et les autres prendront rendez-vous devant le commissaire du gouvernement dans les prochains jours. Devant le CED, pour Equinox Télévision, Joël Essengé, Guy Zogo.
Et précisons à la suite de ce reportage de Jean-Guy Zogo et Joël Essenguer que ce soir, l'on observe la présence des mis en cause et de leurs avocats au groupement territorial de la gendarmerie. Nous vous donnerons des précisions dans un direct depuis le secrétariat d'État à la Défense dans notre édition d'Equinox ce soir. Où en est-on avec le projet de la télévision numérique terrestre annoncé depuis 2014 au Cameroun avec pour budget 110 milliards de francs CFA. 9 ans plus tard, le projet est en mode ralenti. Daniel Warren 2 et Pierre Laverdure-Ramban. Pour mieux comprendre qu'en effet, c'est en octobre 2014 que le projet est lancé à l'occasion d'une campagne nationale de sensibilisation et d'information sur le passage vers la télévision numérique terrestre. Issa Tiroma Bakary, pour ne pas le nommer, avait prévenu les ménages utilisant les téléviseurs dits cathodiques de les changer pour des appareils dits plus modernes ou alors utiliser des décodeurs spéciaux. Un mois plus tard, alors que nous sommes en novembre 2014, la société chinoise StarTime est désignée adjudicataire du marché pour la réhabilitation technique de la chaîne publique nationale à hauteur de 110 milliards de francs CFA. Le partenaire chinois devrait alors en faciliter le passage de l'analogie au numérique, sachant que la chaîne publique nationale devrait par ailleurs héberger les équipements nécessaires au basculement vers la TNT. En octobre 2017, 3 ans plus tard, un comité ad hoc est créé afin de penser le basculement vers la TNT. Il était question pour eux de négocier les partenariats divers pour l'acquisition des terminaux numériques. 2019 arrivera pour entendre parler de nouveau du projet de télévision numérique terrestre. Après un rapport du comité technique dit de réhabilitation des établissements publics, qu'il laissera entendre que le phasage du dit projet devrait avoir comme première étape un financement de 40 milliards de francs CFA et devrait permettre le basculement numérique très attendu et l'activation de son volet commercial. Nous sommes en 2023, 110 milliards de francs CFA annoncés pour un projet qui devrait voir le jour depuis 2014 et qui tarde. Alors qu'ailleurs au Bénin, ce sera ce vendredi 17 février que le pays procédera au lancement de sa télévision numérique terrestre dans son bouquet spécial. Au Cameroun, nous attendons encore, car ici on explique que le projet a eu des difficultés en raison des contraintes financières et des difficultés à négocier avec le partenaire chinois. Par conséquent, le Cameroun reste dans la phase de simulation et n'a pas de date limite définie pour la TNT. Elles sont des sources d'inspiration pour plusieurs, mais aussi des modèles à suivre sur le continent africain, même si très souvent, elles ne sont pas reconnues à leur juste valeur. Alors que la jeunesse africaine est en perte de repères, l'agence africaine Ecofin vient de rendre publique une liste de 50 personnalités qui inspirent le plus confiance. Et parmi elles, plusieurs Camerounais. Qui sont-elles? Élément de réponse dans ce reportage de Nandine Ngwafo et Gladys Sidi. Dans une société en perte de repères, l'agence Ecofin, spécialisée dans l'économie africaine, met en lumière les 50 personnalités africaines qui inspirent le plus confiance. Aliko Dangote, le milliardaire nigérian, occupe la première position de ce classement. Il est suivi du journaliste Alain Foka à la deuxième position. Le prochain Camerounais dans ce classement occupe le 6e rang et il s'agit de Samuel Eto'o-Fils, actuel président de la Fédération camerounaise de football. Panafricain convaincu et fervent militant d'une Afrique indépendante et entreprenante, Paul Fokam Kamonier est à la 8e position. Nathalie Yamb fait partie des figures féminines de ce classement. Elle est à la 13e position. Autre sportif camerounais, Francis Ngannou, à la 21e position. Vincent Aboubakar est lui à la 23e position. Achille Bembe occupe le 27e rang et le président de la République Paul Biya fait partie des chefs d'État et dirigeants présents dans ce classement. Il est à la 31e position. Rebecca Enonchon, 38e, ferme la liste des personnalités camerounaises présentes dans ce classement de Ecofin. Parmi les autres chefs d'État et dirigeants du monde figure Assimi Goïta,
à la 4e position, Paul Kagame au 5e rang, Alassane Dramane Ouattara 16e, le roi du Maroc Mohamed VI à la 24e position, Macky Sall 26e, Patrice Talon 28e, Fornia Simbe à la 45e position, Nana Akufo-Addo 46e ou encore George Weah qui occupe le 48e rang. L'on note également la présence de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo 22e. Ces personnalités et bien d'autres, selon l'agence Ecofin, inspirent le plus confiance. Elles devraient donc être le miroir de la jeunesse africaine actuelle, parfois en perte de repères. Sur le plan international, il se retire en respect de la Constitution. Muhammadu Buhari n'est pas candidat à la présidentielle du 25 février prochain au Nigeria. Après 2 mandats passés à la tête du pays, il affiche un bilan mitigé. Si ces résultats économiques sont intéressants, c'est surtout en matière de gouvernance et de lutte contre l'insécurité que le chef de l'État sortant n'a pas convaincu. Carlos Mino et Donald Brice Kamgan nous en disent un peu plus. Décembre 2021, Boko Haram tue 5 personnes dont une fille de 16 ans à Maïdougouri. Comme un pied de nez à Muhammadu Buhari, l'attaque intervient alors que le chef de l'État est en visite dans cette ville, chef-lieu de l'État de Borno au nord-ouest du Nigeria et fief historique du groupe terroriste. Plus récemment, en juin 2022, la secte prend pour cible une église dans l'État d'Ondo au sud-ouest du pays. Bilan, plus de 20 morts et une quarantaine de blessés. L'incursion n'est pas revendiquée, mais ces attaques mettent en scène les défis sécuritaires du Nigeria. À son arrivée au pouvoir en 2015, Muhammadu Buhari a fait de la lutte contre Boko Haram l'une de ses priorités en délocalisant le quartier général de l'armée à Maïdougouri, mais il a accusé de manquer d'offensive sérieuse face aux nuisances du groupe djihadiste. Autre défi, la gouvernance. Plusieurs scandales ont éclaté touchant souvent ses collaborateurs. L'un des derniers, c'est l'affaire Glencore. La firme britannique avoue avoir versé plusieurs millions de dollars à des responsables publics en échange de contrats pétroliers préférentiels. Autre tâche sur le bilan de Buhari, les gigantesques inondations d'octobre 2022. Avec de très fortes précipitations et des constructions anarchiques, la montée des eaux a fait 500 morts. C'est sur le plan économique et les infrastructures que le président sortant a convaincu. Premier producteur de pétrole en Afrique, le Nigeria s'apprête à inaugurer dans les prochaines semaines la plus grande raffinerie du continent. Construite par l'homme d'affaires Aliko Dangote, l'infrastructure a bénéficié d'un soutien de l'État et de la Banque africaine de développement. Capacité de raffinage, 650 000 barils par jour. Elle permettra de réduire à 36% les importations de pétrole sur le continent. Un taux situé à 42% aujourd'hui. Autre infrastructure, la plus grosse usine de production d'engrais en Afrique. 3 millions de tonnes de capacité de production à Lagos. Une autre œuvre de Aliko Dangote, accompagnée par les pouvoirs publics. La structure permettra de doper la production agricole, mais aussi d'obtenir des devises. Des économies de 500 millions de dollars, autrefois dépensées dans les importations, sont à préserver dans le budget de l'État.